Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Diana Pola-Gerasim, chercheuse et responsable des politiques européennes de l'énergie et du climat à l'IFRI. Elle s'apprête à publier une note qui fait le point sur les politiques mises en œuvre pour réduire les dépendances des pays européens dans le domaine des matières premières critiques, essentielles à la transition énergétique. Diana Pola-Gerasim a également contribué au Ramsès 2025 en co-rédigeant un texte sur le pacte vert européen, le fameux Green Deal. Diana, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc, bonjour Cathy. Bonjour. Votre note de l'IFRI est destinée à un lectorat spécialisé, mais beaucoup d'auditeurs de ce podcast ne sont probablement ni des experts des questions énergétiques, ni des spécialistes des institutions européennes. Nous allons donc rentrer dans le sujet de manière progressive. Pour commencer, pourriez-vous s'il vous plaît nous rappeler la genèse et les progrès du Green Deal ? Alors que s'ouvre une nouvelle législature européenne, avec également une nouvelle commission, quelle suite peut lui être donnée ? Merci beaucoup pour la question Marc, et effectivement ça pourrait nous aider en fait de revenir un peu en arrière à 2019 quand le Green Deal a été proposé. Déjà à l'époque c'était plus une initiative qui capitalisait sur des choses que l'Union européenne avait faites par le passé, sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le marché carbone, donc c'était une continuation de ce point de vue, mais de plus, en fait, c'était une stratégie innovante de par sa complexité, de par son caractère holistique. Et même aujourd'hui, 5 ans après, on se rend compte que ce Green Deal est quand même le plus holistique et complet cadre législatif et de réflexion de la transition énergétique qu'on peut avoir dans le monde. Et en fait, j'irai plus loin pour analyser en fait ce qui s'est passé pendant les derniers 5 ans, parce qu'on a traversé plusieurs crises en Europe et il faut savoir en fait qu'on n'a pas renoncé au Green Deal. Tout au contraire, en fait, malgré les crises et grâce aux crises, finalement, on l'a renforcé. Si vous vous souvenez, en 2021, avec la crise du Covid-19, on a eu quand même cette tentation de renoncer au Green Deal parce que c'était trop compliqué, il y avait beaucoup de pression à ce sens. Et on a fait exactement le contraire. En fait, on a profité de cette opportunité qui a été l'emprunt en commun au niveau européen pour diriger vers la transition énergétique des financements. 37% de cet emprunt qui était autour de 700 milliards d'euros a été dirigé vers le financement de la transition énergétique. Après, pour la crise énergétique de 2022, on a découvert une autre chose, c'est que le Green Deal, c'est pas seulement une stratégie pour lutter contre le changement climatique, mais aussi une stratégie pour garantir la sécurité énergétique en Europe. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on avait une dépendance aux énergies fossiles, on l'a toujours, pas ailleurs, qui nous coûte extrêmement cher. Et donc, déployer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, ça nous permettra effectivement de réduire aussi notre dépendance énergétique. Et après, la troisième crise qui a aidé au développement du Green Deal et qui est liée aussi avec ce qui va se passer d'ici sur les prochaines années, c'est la publication de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui a été un gros signal d'alarme en Europe parce qu'on n'avait pas vraiment de pilier industriel pour accompagner ce Green Deal. Donc, on s'est mis aussi en tête de faire toute une stratégie industrielle pour s'assurer qu'on produit des technologies vertes en Europe et qu'on garde en fait un pied dans cette nouvelle économie qui sera celle de la transition énergétique. Et il y a des progrès, je vais juste mentionner ça, il y a des progrès qui sont visibles sur le terrain. Le déploiement des énergies renouvelables n'a jamais été aussi haut. En fait, on voit 44% de l'électricité est basée aujourd'hui en Europe, est basée aujourd'hui sur les énergies renouvelables. On voit aussi beaucoup plus de véhicules électriques qui sont achetés, des pompes à chaleur, etc. Et pour l'avenir, le sujet clé sera la compétitivité des industries, la décarbonation sans la désindustrialisation. On voit déjà dans les programmes qui sont annoncés par la Commission européenne beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là et donc qui seront très orientées sur ce pilier industriel du Green Deal finalement.
Alors peut-être quand même un mot de précision sur la nouvelle Commission, le nouveau Parlement européen. Vous mentionnez des initiatives. Est-ce que vous pouvez donner peut-être un ou deux exemples ? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, il y a le Clean Industrial Deal, donc le pacte pour l'industrie propre, qui devrait être publié dans les premiers 100 jours de la nouvelle Commission. Et donc, ce pacte-là devrait permettre aux technologies propres d'être produites en Europe, de se déployer ici, mais aussi finalement de permettre aux industries énergo-intensives de survivre au prix très élevé d'électricité, de rester compétitif, de se décarboner. Il y a une autre initiative, celle d'un plan d'électrification de notre économie, parce que effectivement, si on veut faire cette transition vers les énergies renouvelables, ça sera aussi plus efficace en fait d'électrifier nos usages. Donc ça c'est un autre pilier. Et après il y a plusieurs initiatives en termes de financement, parce que je mentionnais le Next Generation EU, il y avait aussi les règles sur les aides d'État qui avaient été relaxées pendant la crise énergétique. Et en fait, toutes ces initiatives-là arrivent à leur fin en 2025, 2026. Donc, il faut imaginer un autre cadre financier et avec d'autres dispositifs pour continuer à soutenir la transition énergétique. Et ça sera également très important pour les industries. À l'issue en fait de cette nouvelle législature, on arrive tout doucement à l'horizon 2030, qui était quand même un point important dans cette transition énergétique. Les objectifs qu'on avait fixés pour 2030, ils vous semblent toujours atteignables ? Je crois que c'est toujours possible Je crois que notre devoir est de continuer à travailler sur l'atteinte de ces objectifs. Parce que derrière, en fait, il y a des décisions industrielles qui ont été prises, il y a des business qui ont réorienté leur activité, il y a des investissements qui ont été faits. Donc, en fait, le fait d'hésiter sur les objectifs n'est pas une bonne politique industrielle, tout simplement, si on veut revenir sur ça. Donc, je pense que notre objectif devrait être de poursuivre ce qu'on a décidé. Après, concernant le niveau d'atteinte ou pas de ces objectifs, tout est à notre portée. Il faut qu'on se donne les moyens. Ça veut dire des moyens financiers, ça veut dire des moyens budgétaires, humains aussi. Et ça, c'est maintenant dans les mains des États membres. C'est dans les mains des entreprises. Donc je pense que ça reste possible, mais ça va être très difficile parce que le contexte international est de plus en plus complexe. Le contexte géopolitique, on parle beaucoup ici à l'IFRI de la compétition technologique entre les États-Unis et la Chine. On parle aussi des super capacités chinoises qui envahissent les marchés européens avec des prix qui sont extrêmement bas. Donc ça menace notre compétitivité. Et il y a quand même la question des prix de l'énergie qui restent beaucoup plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, pour ne pas parler du fait que nos dettes publiques sont très élevées, qu'il y a quand même un problème d'inflation, de taux d'intérêt qui doit être résolu. Mais encore une fois, je pense qu'on doit insister et continuer à réfléchir à comment on peut se donner les moyens et vraiment appliquer ce qu'on a décidé à Bruxelles. D'ailleurs, c'était pas il y a si longtemps, donc... Tout à l'heure, vous avez mentionné le IRA Inflation Reduction Act, qui est souvent comparé au Green Deal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la comparaison entre ces deux initiatives ? C'est vrai que c'est une comparaison qui est parfois faite aussi par les représentants européens et américains, donc on pourrait vite penser que c'est à peu près la même chose. Mais dans les faits, pour moi, ce sont deux initiatives qui restent quand même différentes. Si je prends juste la partie ambition climatique, dans le Green Deal, vous avez des objectifs qui sont contraignants. Ici, je parle déjà des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous, en 2030, on sait qu'on doit réduire de 55% les émissions, et pour 2050, on sait qu'on doit atteindre la neutralité climatique. Et c'est pas seulement quelque chose qu'on dit, mais c'est quelque chose qui est ancré dans la loi climat qui a été votée, adoptée en 2021. Donc, c'est une obligation en Europe. Et donc, tout notre cadre qui suit
est censé en fait nous aider à arriver à ces objectifs. C'est fait de sorte en fait que tout aille dans ces directions-là. Aux États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, on n'a pas ce degré de précision et de clarté sur quel est l'objectif climatique. De combien % on va réduire les émissions. Il y a des estimations, on considère que ça va aider à réduire de 50 à 52% les émissions de gaz à effet de serre. Et certes, c'est la plus ambitieuse initiative que les États-Unis ont prise pour le climat. Mais il y a quand même une différence énorme en termes de trajectoire et de certitude sur la trajectoire. Une deuxième différence est dans les moyens et les instruments en fait, qu'on utilise. C'est pas une nouveauté, ce que je vais dire. Tout le monde sait que l'Inflation Reduction Act est basé sur les incitations à la production des technologies propres sur le sol américain. Donc, ça veut dire surtout des usines d'éoliennes, de panneaux solaires, etc., des véhicules électriques qu'il va falloir produire aux États-Unis. Après, il y a quand même la question de la consommation, de l'adoption de ces technologies. En Europe, on a un framework qui prend en compte aussi bien l'offre et la demande. Certes, il est très réglementaire, en fait. On utilise des législations pour orienter à la fois l'offre et la demande. Et moins d'incitation, en tout cas moins visiblement qu'aux États-Unis. Et puisque je parle des incitations, il y a la question des moyens financiers. Alors, je dirais que de mon point de vue, en fait, c'est pas très clair comment les États-Unis et l'UE se comparent en termes de montant final, parce que si vous regardez les estimations aux États-Unis, ça peut passer de 360 milliards d'euros à 1000 milliards dollars. Donc, la fourchette, elle est assez large. En Europe, pareil, on a une multitude de fonds, de schémas de financement. On a la Recovery and Resilience Facility avec autour 250 milliards d'euros environ. On a le fonds pour la modernisation qui a 60 milliards d'euros. On a le fonds pour l'innovation qui a 40 milliards d'euros. On a le fonds pour la transition juste, lui aussi avec 20 milliards d'euros. Donc en fait, on voit une cumulation de fonds. On n'a pas un budget final, mais on sait qu'il y a des financements. Le vrai problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est simple. On sait qu'il y a un seul schéma. Il faut passer par des crédits d'impôt. En Europe, il y a plusieurs types de financement. Et donc, en tant qu'entreprise, il faut réfléchir pour quel type de financement je suis éligible, quel dossier je dois monter. Et donc, c'est très énergivore, ça consomme beaucoup de temps et de ressources pour les entreprises. Donc, il faut apprendre une leçon ici en Europe, c'est qu'il faut simplifier ce cadre financier. Déjà, pour optimiser l'usage qu'on fait des ressources qu'on a sur la table. On parlait tout à l'heure du fait qu'on n'a pas les ressources. Déjà, il faut saisir celles qu'on a et bien les utiliser. Diana Gerassim, concentrons-nous maintenant sur la thématique de votre note qui va paraître prochainement, donc sur les matières premières critiques. Est-ce que pour commencer, vous pouvez s'il vous plaît nous rappeler quelles sont ces matières et expliquer leur importance dans la transition énergétique ? Oui, bien sûr. En fait, l'Union européenne a mis en place une liste avec 34 matières premières critiques. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que déjà, je ne les connais pas par cœur. Donc, ça pourrait être une raison pour ne pas toutes les citer. Mais l'idée, c'est que ces matières premières critiques, elles sont extrêmement importantes pour les écosystèmes économiques en Europe. Et la deuxième considération à avoir en tête, c'est qu'il y a un risque d'approvisionnement pour ces matières-là. Et après, dans cette liste de 34 matières, il y a 17 matières qui sont considérées aussi stratégiques parce qu'elles sont essentielles à la double transition digitale et énergétique. Et en plus, on sait en fait que les besoins pour cette transition vont grandir de façon exponentielle, tandis que l'offre, elle a beaucoup plus de mal à s'ajuster à ces besoins. Donc, on anticipe une forte tension sur l'approvisionnement. Alors, sans citer les 34, ce qui ennuierait sans doute beaucoup de nos auditeurs, quand même, donnez-leur une idée. On parle souvent du lithium, du cobalt, etc. Effectivement, donc on a, par exemple, les matières des batteries qui sont des matières stratégiques, critiques et stratégiques.
stratégiques. On a le nickel, cobalt, lithium, manganèse, graphite. On a également les terres rares pour les aimants permanents qui sont nécessaires dans les éoliennes. On a le gallium pour les panneaux photovoltaïques. Il y a le cuivre, très essentiel pour les réseaux. En fait, vous les connaissez, les 34. Non, voilà, on peut trouver en tout cas des exemples qui sont très relevants pour la transition énergétique. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'effectivement, il y a des pays qui ont une position forte pour certains d'entre eux. On peut citer l'Indonésie sur le nickel, la République démocratique de Congo pour le cobalt, la Chine pour les terres rares, pour le graphite. Mais effectivement, c'est surtout la Chine en fait qui est l'acteur central et incontournable de cette industrie minière et de transformation, parce que surtout elle a cette capacité énorme dans le domaine de la transformation des matières premières. Et donc on a constaté, on a compris à quel point ça peut être préjudiciable en fait d'avoir des dépendances. On a compris ça avec la crise de 2022, avec notre dépendance au gaz russe. Et donc maintenant, les États-Unis, l'Europe et plein d'autres pays veulent diversifier ces chaînes d'approvisionnement pour réduire leur dépendance justement à la Chine. Dans votre note, vous expliquez à quel point le monde, y compris l'Union européenne, reste tributaire de la Chine, bien que la prise de conscience des dépendances dans le domaine des matières premières critiques ne soit pas récente. Pourriez-vous nous expliquer quels sont les principaux leviers d'action employés par l'UE et est-ce qu'on voit des différences, par exemple, avec les États-Unis ? Oui, alors l'UE a commencé à réfléchir sérieusement à ces questions-là, comme je disais, après la crise de 2022, enfin déjà avec la crise du Covid-19 qui nous a montré les vulnérabilités qu'on avait sur les chaînes d'approvisionnement, déjà pour les masques à l'époque. Et donc, on a commencé à réfléchir sérieusement et on a adopté il y a une législation qui est centrale, celle sur les matières premières critiques, mais il y a d'autres types de législation qui contribuent également au même objectif de diversification ou en tout cas de résilience des chaînes de valeur. Et si on veut classifier un peu les actions de l'Union européenne, d'abord, il faut regarder le pilier intérieur. Donc, on souhaite augmenter notre capacité intérieure à produire, extraire, raffiner, recycler ces métaux. Et ici, on a des benchmarks, des objectifs qui ne sont pas contraignants sur chacun de ces trois piliers. Donc, c'est 10% sur l'extraction, 40% sur la transformation, 25% sur le recyclage. Ça, c'est par rapport à nos besoins de consommation de ces matières-là. Et en plus de ça, on souhaite aussi améliorer notre capacité en fait de savoir s'il y a une crise, où sont les goulets d'étranglement, donc faire des tests de résistance, mais aussi développer notre capacité de cartographier le sol, d'avoir des vrais programmes d'exploration. Et faciliter également les autorisations pour les projets miniers. Ça, ce serait un premier pilier interne. Après, il y a aussi le deuxième pilier qui est toujours interne, mais qui est lié à l'économie circulaire. Et donc là, on parle recyclage, on parle objectif de réincorporation que vous pouvez, par exemple, trouver dans le règlement sur les batteries. Et qui est évidemment très important, surtout dans le long terme. Dans une des études qu'on avait faites sur les batteries des véhicules électriques, on avait justement pointé du doigt vers cette possibilité qu'on a d'améliorer l'autonomie stratégique, surtout à partir de 2040, quand on aura un stock de batteries qui arrivent en fin de vie. On aura aussi beaucoup plus de gigafactories qui seront en route, donc on aura des rébus qui pourront aussi alimenter ces usines de recyclage, et cela pourrait couvrir jusqu'à 50% de nos besoins en matières premières critiques pour les batteries en tout cas. Donc il faut vraiment investir ce champ de l'économie circulaire. Et il y a aussi un pilier qui est lié en fait à l'international.
où l'Union européenne veut développer des partenariats, donc une sorte de diplomatie minérale. On a déjà signé autour de 14 partenariats stratégiques avec des pays comme le Canada, le Kazakhstan, la Namibie, la Serbie. Pour se coordonner, pour les aider aussi à monter des projets de miniers, mais aussi pour implémenter des standards type ESG, donc de protection de l'environnement, de gouvernance, de bonne gouvernance. Et d'ailleurs, ce sujet de la bonne gouvernance, c'est une autre direction que l'Union européenne prend à travers des législations comme la Due Diligence Directive, donc c'est des directives sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Et l'idée, en fait, c'est de s'assurer que les produits, les matières qui rentrent dans l'Union européenne sont respectueuses des droits de l'homme, de la protection de l'environnement. Et à terme, cela pourrait peut-être aussi restreindre l'accès à certains produits au marché européen. De l'autre côté, les États-Unis, alors le toolbox, la boîte à outils américaine, elle est à peu près semblable dans le sens où ils souhaitent également renforcer leur autonomie intérieure et aussi développer des partenariats à l'international dans cet objectif de diversification des chaînes de valeur. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'aux États-Unis, il y a des financements qui sont très importants. Il y a l'Inflation Reduction Act, il y a le Infrastructure Investment and Jobs Act qui permettent en fait aux projets miniers de raffinage, de recyclage de se financer. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'en Europe, on a un peu plus de mal à avoir. Et une deuxième dimension qui est peut-être des mesures un peu plus drastiques dans le sens d'exclure la Chine des chaînes de valeur. On voit l'utilisation du concept Foreign Entities of Concern. Par exemple, dans le cadre des subventions IRA, les produits ou les composantes ou les métaux critiques qui ont été utilisés dans des batteries pour les véhicules électriques vendus aux États-Unis et qui proviennent d'une entité concernante, dont les entreprises chinoises seraient exclues de ce chemin. Et donc, finalement, ça poussera en fait vers une réorganisation des chaînes de valeur également. Je pense que c'est ça les deux différences. J'aimerais revenir très brièvement sur les différents piliers que vous venez d'évoquer. Alors le pilier 3, j'insiste pas parce que c'est vraiment le sujet de votre note et donc là, les auditeurs peuvent aller voir notre nouveau site de l'IFRI, la note sera publiée bientôt. Mais sur les deux autres piliers, d'abord sur le pilier 1, les objectifs qui ont été cités en termes d'extraction, de raffinage pour réduire nos dépendances, moi ce qui me frappe toujours, c'est que ce sont des objectifs qui sont élevés par rapport à nos capacités actuelles, mais qui en fait nous laissent quand même très dépendants si on réussit à les atteindre. Et d'ailleurs, c'est noté dans le rapport Draghi, parce que le rapport Draghi incite à aller plus loin en termes d'objectifs. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter ce point-là? Ça, c'est sur le premier pilier. Et sur le deuxième pilier, l'économie circulaire, etc. Il y a un terme que vous n'avez pas encore employé, mais qui est dans la note, c'est celui de sobriété. Vous incitez à aller vers une consommation plus sobre. Et j'aimerais savoir comment ces idées de sobriété ou d'économie circulaire sont reçues au sein de l'Union européenne. Alors, merci beaucoup Marc, c'est des très bons points. Alors, sur les objectifs, est-ce qu'ils sont suffisants? Déjà, permettez-moi de souligner que c'est déjà pas simple d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Il y a quand même déjà un enjeu d'acceptabilité. On le voit en France, on a le projet, par exemple le projet de mine d'Imerys. On a vu toutes les consultations qu'on a dû faire en fait pour arriver, pour engager la société, pour expliquer l'objectif du projet, etc. Peut-être dire un mot dessus, je crois que vous l'avez visité en plus. Oui, alors moi je trouve que c'est un projet extraordinaire pour justement assurer l'autonomie stratégique de la France et de l'Union européenne sur l'approvisionnement de lithium. C'est un projet aussi qui vise les meilleurs standards en fait environnementaux, de gouvernance. C'est une mine souterraine, on essaie de réduire
tout type de pollution. Il faut aussi savoir qu'il y a des conséquences financières à ce type d'investissement qui, justement, regarde comment on peut réduire tous les impacts négatifs sur l'environnement. Donc, je pense que c'est une chance. Tous les projets qu'on peut faire en Europe sont une chance pour nous, en tant qu'Européens, de garder un œil sur d'où viennent nos matières, comment elles sont produites, et aussi d'assumer une sorte de responsabilité pour notre transition et s'impliquer, avoir une vraie contribution, parce que sinon c'est facile de remettre aux autres les difficultés de ces transitions. Et donc je suis très optimiste pour ce projet, mais je vois aussi que tout le processus d'engagement n'est pas un processus facile, il doit être fait. On voit aussi en Serbie que ça pose des soucis, en fait, de ne pas engager la population, de ne pas discuter quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qui bloque. Et je pense que le fait d'avoir ces discussions va aussi augmenter la confiance que le public a dans ces institutions et que les citoyens ont aussi dans les entreprises, parce qu'il y a aussi une question d'image des entreprises de l'extraction. Donc, en revenant sur les objectifs, effectivement, sont déjà pas faciles à entendre d'un point de vue d'acceptabilité publique, qu'on peut travailler et qu'on est en train de travailler en France également. Il y a ensuite l'enjeu du temps de la mine. C'est pas quelque chose qu'on développe en 3 mois. Ça prend des années. Il faut faire, si on veut bien le faire, il faut faire toutes les études d'impact sur l'environnement, sur l'eau, sur la société, etc. Donc, ça prend plusieurs années. Et après, il y a un autre enjeu en Europe, c'est encore une fois l'énergie, la disponibilité de l'énergie et le prix de l'énergie. Ce sont des industries qui sont très intensives en CAPEX, mais aussi en coût d'opération. Donc, en fait, la différence en termes de coût de l'énergie, elle est quand même importante pour le prix final de la matière première qu'on obtient. Donc, il faut résoudre tous ces problèmes. Et bien sûr que si on arrive à faciliter le permitting, à réduire les prix de l'électricité, à améliorer la faisabilité, l'acceptabilité, je suis sûre qu'on pourra aller plus loin que ces objectifs. Les objectifs sont juste à titre indicatif. On peut aller plus loin, mais malheureusement, on peut aussi faire moins. Donc, je pense que c'est surtout là qu'on doit se concentrer à ne pas faire moins que ce qu'on sait. Vous êtes optimiste sur le premier pilier, maintenant le deuxième, l'économie circulaire, sobriété, etc. J'ai pas nécessairement dit que je suis optimiste. Je pense qu'il faut être surtout... il faut suivre de près le premier pilier. Ça va pas se réaliser de soi. C'est pas parce qu'on a mis des objectifs sur le papier que les mines vont être là demain ou que les sites de raffinage vont être là demain. C'est pas si facile que ça. Donc, il faut que tout le monde travaille de concert pour que ça se réalise. Et après, sur l'économie circulaire et la sobriété. Alors, l'économie circulaire, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient quand même dans plusieurs législations européennes, déjà. Donc, ça veut dire qu'on a déjà intégré à un certain niveau le fait que c'est important pour notre autonomie stratégique et qu'on doit en faire plus. Je citais le règlement sur les batteries. Là, vous avez par exemple des obligations sur le taux de collection des batteries, ensuite sur le taux de recyclage, l'efficacité du recyclage, ensuite la réincorporation pour chacune des matières critiques, donc cobalt, nickel, lithium. Donc ça c'est un début. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi maintenant avec la nouvelle commission, on croit comprendre qu'il y aura un nouveau focus qui sera mis aussi sur l'économie circulaire avec une commissaire sur le sujet et aussi une législation dédiée sur l'économie circulaire. Encore une fois, le problème, c'est d'aller plus loin que les législations et donc vraiment créer le cadre pour que les business models autour de l'économie circulaire puissent se développer. Et encore une fois, il faut quand même qu'il y ait une raison économique pour le faire. Et donc, je pense qu'on doit travailler ça et s'assurer qu'on le fait dans le cadre du marché unique et pas de façon éparpillée chacun pour ça, parce que là, pour le coup, les économies d'échelle sont vraiment très, très importantes.
Et sur la sobriété, c'est un sujet qui est beaucoup plus présent en France, qui est porté par la France au niveau européen, mais qui n'est pas tout à fait visible spontanément au niveau européen. Donc je pense qu'on pourrait faire plus, sans doute. Je tiens quand même à rappeler que pendant la crise énergétique, on a adopté beaucoup de mesures d'urgence et une des mesures a été en fait de réduire notre consommation de gaz et d'électricité. Et on a réussi à le faire et en fait, c'était absolument essentiel pour éviter de coupures d'électricité, des restrictions. Donc, on a compris en fait à ce moment-là l'importance de la sobriété. C'est juste que comme avec chaque crise, on comprend sur le moment et après on laisse, on oublie. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Et nous, dans notre étude de l'année dernière, on avait aussi montré l'intérêt de faire de la sobriété dans le domaine des métaux et on a regardé le cas des batteries des véhicules électriques en prenant un scénario où la taille des batteries sera très importante. Donc on prend 30% du marché qui fonctionne sur la base des batteries très grosses et on a vu que ce genre de comportement en fait vers des voitures, acheter des voitures plus larges ne va faire que empirer notre dépendance aux matières premières critiques qui viennent de l'extérieur. Et au contraire, si on réduit la taille des batteries, si on remplace pas chaque voiture thermique avec une voiture électrique, mais on favorise d'autres moyens de transport, le transport en public, le train, etc., ça peut nous aider à être plus autonome et avoir moins de soucis sur l'approvisionnement en matières premières critiques. Votre papier se termine par des recommandations. Si vous deviez mettre en avant les 2 plus importantes pour améliorer la résilience de l'UE dans les prochaines années, ce seraient lesquelles ? Alors, on a déjà parlé de l'économie circulaire, donc ça c'est très important. Et après, je dirais que tout ce qu'on a vu adopté au niveau européen en termes de législation sur les matières premières critiques doit être implémenté. Je pense ici à ces programmes d'exploration, de cartographie, à la facilitation des autorisations pour l'installation des sites. Mais aussi, en fait, il faut peut-être aller plus loin dans le sens de rendre plus tangibles les bénéfices, en fait, pour les entreprises à s'installer en Europe, à créer ces sites miniers, ce site de raffinage. C'est pas évident d'un point de vue financier. Donc, par rapport aux États-Unis, on n'a pas les mêmes... On n'a pas du tout, en fait, ces incitations financières. Donc, il faut jouer peut-être sur des schémas nationaux, mais après, il faut faire attention parce que tous les pays n'en ont pas. Donc, l'idéal serait d'avoir un schéma quand même au niveau européen qui puisse permettre de financer des projets stratégiques européens. Et après, d'un point de vue de notre action extérieure, c'est certes très bien qu'on ait mis en place autant de partenariats avec autant de pays, qu'on ait aussi une coopération multilatérale. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a le Mineral Security Partnership dans lequel on est impliqué et où, en fait, l'Union européenne a eu quand même cette capacité à pousser pour l'inclusion des pays des pays en développement qui n'étaient pas initialement inclus dans ce forum. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais après, il faut faire un suivi. Il faut avoir vraiment, dans la pratique, il faut mettre en place des actions, des projets pour que les bénéfices soient évidents sur le terrain. Il ne faut pas oublier que la Chine a quand même une présence extraordinaire dans ce domaine, beaucoup de capital, de financement pour ces projets. Donc, si on veut concurrencer ou diversifier, il va falloir aussi avoir une proposition financière. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi au fait qu'il faut coordonner davantage toutes les initiatives qu'on a par ailleurs dans l'Union européenne. On a le Global Gateway qui a 300 milliards d'euros, qui souhaite investir 300 milliards d'euros dans les infrastructures au niveau international. On a des projets, des partenariats sur les industries net zéro qu'on veut mettre en place avec d'autres pays. Donc en fait, il faut trouver une façon de coordonner, de faire émerger les synergies entre toutes ces initiatives et avoir une action cohérente et ciblée et qui crée un vrai impact sur le terrain.
Diana Paula-Gerasim, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Nous vous recommandons vivement, chers auditeurs, de vous procurer le Ramsès 2025, auquel notre invité a contribué. Je vous suggère aussi d'aller visiter le site ifri.org qui a fait peau neuve et sur lequel il est possible de télécharger de nombreuses publications, notamment sur les questions énergétiques et climatiques. N'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.